Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Isabelle, Michel, Nidal, bonsoir. Bienvenue Céline. Alassane, bonsoir. Alexandra, bonsoir. Bonsoir Céline. Jackie, hello. Annick, bonsoir. Simona, bonsoir. Donc, nous sommes dans la séance des bonsoirs. Pascal, Myriam, Néléa, bonsoir. Sophie, bonsoir. Camille Picard, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nadine, Racha, Jalila, Sonia. Bonsoir Pauline, Amina, Monique. Alors vous savez de quoi nous allons parler ce soir. Jean-Loup, bonsoir. De quoi nous allons parler ce soir? Sarah, bonsoir. Serge, Khaled, bonsoir. Lila, bonsoir. Bon, donc aujourd'hui, dans cet espace de psychanalyse pour tous, où nous rencontrons donc tous les mardis à 21h. Et donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés dans cet espace de parler de ce qu'on va voir. On va voir de quoi on va parler, mais le sujet qui a été proposé, c'était la mer. La mer. Daniel, bonsoir. Martine, bonsoir. Bonsoir Icarus, bonsoir. Donc, avant toute chose, vous informer, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai ouvert un nouveau canal d'information, puisque nous utilisons un canal, on va dire, de Facebook qui ne nous appartient pas, qui n'est pas à nous, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, j'ai créé une autre alternative qui s'appelle Psychanalyse et Poésie et qui se trouve dans Telegram. D'accord? Donc c'est une application sur le portable qui s'appelle Telegram, qu'on utilise aussi comme WhatsApp, et que là il y a un groupe qui a été créé qui s'appelle Psychanalyse et Poésie. Donc bonsoir Claudette, Hélène, bonsoir. Donc où on peut se rejoindre aussi au cas où. Il y a aussi bien évidemment le canal de YouTube, la chaîne YouTube qui s'appelle Clémence Lonis, où vous pouvez retrouver toutes les vidéos que nous avons, tous les directs de Facebook qui se retrouvent donc sur YouTube. Donc d'un côté il y a ça, d'un autre, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo. Sonia, bonsoir. Ingrid, bonsoir. Donc aujourd'hui, on se proposait de parler de la mer. De la mer. Quelle histoire, quelle histoire. Alors, quand on va parler de la mer, quand on parle d'une mer en général, Jackie, bonsoir. Quand on parle d'une mer en général, on parle toujours d'une famille. Et on va dire qu'on parle d'une famille même... non, c'était au cas où, Céline. Donc, mais quand on parle d'une famille, même quand la maman est toute seule, parce que nous savons que aujourd'hui il y a de nombreuses femmes seules qui font le travail pratiquement seules de faire face, on va dire, à l'éducation et au travail que suppose le travail que donnent les enfants pour les préparer à leur vie future. Puisque bien entendu, c'est le travail que doivent réaliser les parents, qu'ils soient à deux ou qu'ils soient tout seuls. Le travail qu'ils aient donc à réaliser, c'est de les préparer pour pouvoir vivre avec les autres. Pour pouvoir vivre avec les autres et pour pouvoir vivre en société. Et que les parents, ce sont une partie des responsables pour donner tous les instruments nécessaires pour que les enfants puissent acquérir leur indépendance et leur autonomie. On va dire, non? Donc ça c'est pour le travail qu'il y a à faire. Et quand je dis que d'une certaine façon il n'y a pas de mère seule, dans le sens où en fait nous sommes tous, nous venons tous d'un père
et d'une mère. Après, chacun a un modèle de mère, chacun a un modèle, non, chacun va parler, on va dire, d'une façon différente du père et de la mère. Bonsoir Laurence. Donc chacun va présenter, non, on va dire en séance, chacun va en parler, Saïda, bonsoir. Donc de la mais que nous venons tous, et que la mère aussi a eu, elle aussi, un père et une mère, une famille, et que c'est-à-dire que la famille, en fait, d'une manière ou d'une autre, on va dire bénisse bonsoir, qu'on l'a tous dans la tête. Alors, d'un côté, nous devons prendre en compte que on va parler, quand on parle de maternité, par exemple, on parle de maternité au niveau biologique, non, comme un fait biologique, la maternité, l'accouchement, comme d'un côté, il y a le fait biologique. Mais pour devenir mère, pour faire il ne s'agit pas simplement d'un travail, sinon que c'est quelque chose qui appartient à l'ordre du psychisme. Et le psychisme, c'est ce qui va déterminer réellement la mère, dans sa manière particulière d'être en relation avec ses enfants. Parce qu'il y a un apprentissage donc que chaque parent devrait faire pour ne pas tomber dans les clichés, on va dire les clichés qui pourraient être par exemple nos propres goûts. Non, nos propres goûts en pensant que nos goûts personnels sont quelque chose de bénéfique à nos enfants. Non, et que d'essayer, on va dire, donc le fait d'élever seul ses enfants peut-il engendrer une faille dans leur éducation? Non, parce que vous n'êtes pas seul, Céline, je suis désolée, mais Imen, bonsoir, Gilles, Annie, bonsoir. Donc, non, parce qu'il y a plein de gens en fait qui participent à l'éducation de tous les enfants. Il y a la mère qui est responsable de faire tout le travail qui doit être fait pour que les enfants y mangent tous les jours, etc. Il y a un travail particulier à faire. Mais on va voir que tout ça, en fait, en psychanalyse, c'est pas exactement ce qui va nous intéresser. Non, que c'est pas exactement ce qui va nous intéresser, puisque ce qui va nous intéresser, c'est de regarder un petit peu quelle est la place dans le psychisme, quelle va être la place dans le psychisme, Marie bonsoir, Assise bonsoir, la place dans le psychisme que va avoir la mère. Parce qu'en fait, la mère, ça va être une fonction qui va apparaître, non, dans le psychisme, dans l'appareil psychique de chacun d'entre nous. Donc, mais pour revenir un petit peu en arrière, quand je faisais référence un petit peu que on a tendance à répéter les clichés, il y a des parents donc qui vont se laisser guider par leur goût, il y a des parents qui vont se laisser guider par ce qu'on leur a fait ou qu'on leur a pas fait, selon des opinions, on va dire des opinions, où ils vont appliquer avec leurs enfants certaines opinions. Donc, bien entendu, certaines fois, les opinions, nos goûts, c'est pas obligatoirement ce qui convient le mieux aux enfants. C'est-à-dire qu'il faut apprendre pour savoir qu'est-ce qui convient le mieux, qu'est-ce qui est nécessaire aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a très souvent des exagérations qui ont lieu, des exagérations, des excès, et que bien évidemment les excès, à long terme, produisent des perturbations. Donc, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir une préparation pour pouvoir faire face à ce travail. Parce que être maman, on va dire que c'est un travail, non, pour ne pas répéter les modèles qu'on connaît. Ou pour ne pas essayer, non, parce qu'il y a aussi très souvent, on va essayer d'éviter ce qu'on pense, que ce qu'on nous a donné, comme on n'était pas content avec ce qu'on a reçu, donc on va essayer de faire autre chose avec nos enfants. Donc c'est toujours en fonction de nous que nous allons éduquer, sinon pas avec un critère, on va dire un critère éducatif. Mais on va dire que ça, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui fait référence un petit peu à l'éducation comportementale, non, à l'éducation comportementale, de la même façon qu'on pourrait dire, par exemple, qu'une chose qui est très importante dans l'éducation des enfants, c'est le bonheur de la maman. C'est-à-dire qu'une maman qui est satisfaite de sa vie, une maman qui est contente avec la vie qu'elle mène, c'est un point très positif pour les enfants. D'avoir des parents qui sont contents de la vie qu'ils ont, c'est quelque chose, parce que l'insatisfaction des parents, ça va provoquer, c'est-à-dire l'insatisfaction, c'est-à-dire leur manque d'amour, de jouissance, va provoquer des troubles, ou peut provoquer des troubles chez l'enfant. Mais il ne s'agit pas simplement de bonheur,
ni de satisfaction, sinon qu'il s'agit de notre appareil psychique. Comment on fait quand, par la force des choses, orphelines jeunes avec nos enfants? Il faut donc s'informer. Non, il n'y a pas que nos parents qui ont été des professeurs, parce qu'en plus, en général, nos parents, ils n'ont pas eu de professeurs non plus. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Sinon, que nous devons passer par aller s'informer, aller voir qu'est-ce que c'est un enfant déjà. Non, parce que une première chose à faire, c'est pour savoir qu'est-ce qui convient à mon enfant. Je dois savoir ce que c'est qu'un enfant. C'est pas comme moi. Un enfant, c'est bien différent de moi. Donc, mais ici, on va se rapprocher un petit peu de ce que la psychanalyse nous a appris justement sur les enfants et leur relation avec leur mère. Alors, ce qu'on voit, c'est que la relation avec la mère pour l'enfant va commencer dès la naissance. Dès la naissance, l'enfant va établir, Dominique bonsoir, Kaina bonsoir, l'enfant va établir une relation bien évidemment avec sa mère dès la naissance, et c'est une relation qui va durer toute la vie de l'enfant. Toute sa vie, la relation avec la mère va durer, et les traces, on va dire les traces inconscientes que cette relation va laisser chez l'enfant, vont être il y a certaines traces qui vont être indélébiles. C'est un lien affectif qui peut s'étendre, donc un lien affectif inconscient, non, c'est pas obligatoirement quelque chose que la conscience va détecter, un lien affectif inconscient qui dépasse toutes les barrières, c'est-à-dire tous les obstacles qu'il pourrait y avoir dans une autre relation avec la mère. La situation est différente. Et en plus, ça peut même aller au-delà, au-delà de la vie, c'est-à-dire qu'on continue notre relation avec notre mère après la mort, après sa mort. Donc, une chose qui est très importante à considérer quand je disais qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'un petit enfant, qu'est-ce que ce petit animal dans lequel la maman se retrouve avec ce petit truc dans les bras, non? Le nouveau-né, donc justement de ce petit animal, je disais, parce que le nouveau-né, au départ, c'est comme un petit animal. C'est pas comme un petit animal dans le sens où il ne parle pas, c'est pire qu'un petit animal, dans le sens où pendant plus de temps, tous les enfants vont naître prématurés. Dans le sens où l'enfant ne désire pas, l'enfant n'aime pas, l'enfant ne parle pas, et il reçoit simplement des stimulations qu'il reçoit, qui vont faire référence à ses besoins organiques. Donc la faim, la soif, le froid, le chaud, et que ces fonctions donc sont gérées par un système nerveux. Et ce système nerveux, donc au départ, il est bien évidemment très immature. C'est-à-dire qu'on va voir que l'enfant ne reconnaît pas ce qu'il voit avant le 21e jour, son système respiratoire ne fonctionne pas correctement avant le 7e jour. Comme toutes nos relations avec les êtres aimés. C'est pas la même chose, sauf si on a transféré sur l'être aimé, quelque chose de la maman. La faim n'est pas un désir. Pour Vanille, si, mais pour le bébé, non. Pour le bébé, c'est un besoin. Donc, il faut construire le désir. L'enfant, quand il naît, il n'a pas de désir. Que ce sont des besoins organiques indispensables à sa survie. Donc, je disais que son système nerveux respiratoire ne fonctionne correctement qu'à partir du 7e jour. Et c'est pour ça qu'il a obligatoirement, Abdella, bonsoir, il a obligatoirement besoin que quelqu'un s'occupe de lui. C'est-à-dire que si l'enfant, et ça c'est intéressant parce qu'on va voir que si l'enfant ne remet pas sa vie dans les mains d'une personne qui va s'occuper de lui, il va mourir. C'est-à-dire qu'il y a un échange dès le départ, une sorte d'échange de survie où il va se remettre dans les mains de quelqu'un pour ne pas mourir. C'est-à-dire que l'idée indispensable, c'est que dès la naissance, à la naissance, nous sommes tous impuissants, impuissants à la naissance. Et nous allons donc survivre. Les femmes de notre vie, ma grand-mère était plus importante pour moi. Alors, nous allons survivre que si nous remettons notre vie dans les mains de quelqu'un qui va s'occuper de nous sauver la vie. Parce qu'un bébé tout seul, s'il n'y a personne, Laurence bonsoir, s'il n'y a personne qui s'occupe de lui, il ne va pas survivre. Donc vous voyez, nous naissons tous prématurés et où la mère ou la personne qui va s'occuper de nous, parce que peu importe, on va dire que si c'est la grand-mère, la mère, la bonne sœur, une machine,
la personne ou l'objet qui va s'occuper de nous et qui va nous sauver la vie, c'est ce qu'on va appeler la fonction mère. La fonction mère, non? C'est cette personne qui va nous sauver la vie. Donc en psychanalyse, on va l'appeler la fonction mère. Alors, on va continuer, Sonia, un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui, non? Donc, donc cette fonction mère, ben, c'est celle qui va travailler. On dit une fonction, pourquoi? Parce qu'en fait, elle va réaliser un travail pour où commence le lien entre la mère et l'enfant dès la naissance, Jackie, dès la naissance. Donc les conditions fonctionnelles de ce nouveau-né, non, où elle va devoir travailler pour que l'enfant puisse, le bébé puisse recevoir tout ce dont il a besoin. La notion d'attachement avec une figure d'attachement principale. Donc cette énergie qui vient, la fonction mère, la fonction maternelle. Maternelle, c'est pas exactement la même chose, non? C'est pas exactement la même chose. Bon. Cette énergie qui vient donc du corps de l'enfant, parce qu'il a sa propre énergie avec ses besoins, avec les besoins, non, vont être enregistrés dans le système nerveux comme une trace souvenir du besoin. Et ça, ce sont donc un passage par lequel l'enfant va passer, qui est très important, parce qu'en fait, il va y avoir un moment où il va recevoir, on va dire, le lait chaud. On parle aussi de compétences maternelles. Donc, vous voyez, donc n'importe qui peut l'avoir. Ingrid, Anan, la Mimi, Rose, tout le monde, non? Les compétences maternelles, la fonction maternelle, tout le monde peut l'avoir. Et d'ailleurs, il faut l'avoir, non? Ça fait partie de notre constitution. Mais ça, c'est autre chose, non? C'est autre chose. C'est pas ce dont je veux parler exactement aujourd'hui. Donc, je veux dire, pour la constitution de l'enfant, l'enfant va recevoir, donc, imaginons, c'est ce lait chaud, non? Ce lait chaud qu'il va recevoir et qu'il va y avoir, comme nous avons l'habitude de le voir, une fois que l'enfant a pris le sein ou a bu son biberon, ben, il y a une certaine satisfaction pour l'enfant où on le voit tout rouge, non, très, très satisfait. Il va y avoir un moment dans ces différents biberons, dans ces différentes prises du sein, il va y avoir un moment qui va s'établir comme la première expérience de satisfaction. C'est-à-dire, ça va s'établir dans le sens où il va y avoir la manifestation pour l'enfant d'un besoin de la faim, non, de la besoin où il commence à pleurer parce qu'il a faim, et l'objet qui va venir satisfaire sa faim. Et donc il va y avoir un moment où ces deux éléments vont se rencontrer qui vont marquer la première expérience de plaisir. Alors bien sûr, cette première expérience de plaisir, elle va disparaître tout de suite, comme toutes les choses que nous vivons. Non, nous le vivons et poum, c'est parti. Nous le vivons et poum, c'est parti. Et donc ça va être mémorisé. Il va y avoir une mémorisation de cette première expérience de satisfaction. Et en fait, ce que va nous dire Freud, et qui est très important, c'est que, en fait, une fois qu'on le passe dans la mémoire, ça se transforme. Tout ce qui arrive dans notre mémoire, ce n'est pas exactement ce que nous avons vécu, c'est ce que nous avons mémorisé. Donc, entre ce que nous avons vécu et ce que nous avons mémorisé, il y a une différence. Une différence. Hein, c'est-à-dire que nous ne pouvons jamais raconter exactement ce que nous avons vécu. C'est impossible. Non, la vie se vit, et d'un autre côté, après, je vais raconter des trucs, mais ça, c'est différent. Donc, on va parler de cette première expérience de plaisir, non? Comment combler ses besoins. Donc, on va dire, donc, les besoins de qui? Les besoins de qui? De Rose. Donc, chaque fois que va surgir en lui donc un besoin, l'enfant, après, il va apprendre, non? À chaque fois que va surgir en lui donc un besoin physiologique, ou même après, on va voir avec ou émotionnel, surgira effectivement Ingrid, et après, ça donnera la possibilité d'avoir une satisfaction par hallucination. Mais donc, à chaque fois que va surgir en lui donc ce besoin physiologique, il va surgir aussi le désir d'obtenir cette satisfaction, parce qu'il a le souvenir qu'il sait que la satisfaction, le plaisir existe, non? Et donc, il va donc à partir de là attirer, et s'il y a eu peu de satisfaction, peu d'expérience de plaisir. Alors, il y a toujours vanille. Pourquoi? Il a mangé, à chaque fois qu'il mange, il a satisfaction.
Donc il va attirer, non, il va attirer l'attention de sa mère pour qu'elle vienne satisfaire donc cette première expérience. Parce que ce dont nous allons faire référence aujourd'hui, et c'est que, en fait, on va parler de nous tous, quelle que soit notre histoire. Il y a quelque chose qui va se former en nous, qui nous correspond à tous. Quelle que soit que la fonction mère, ou elle n'était pas au top, ou l'autre qui exagérait avec ses soins, quelle que soit la situation, l'enfant va recevoir, non, ces étapes qui vont lui permettre un certain développement. Hein. Après, on va voir, bien sûr, que de temps en temps, il y a des troubles, et on va les voir, il y a des troubles parce que, par exemple, la maman, face à son bébé, ben, elle a des sentiments ambivalents. Alors, elle ne sait pas, elle voulait un enfant, mais maintenant, elle se retrouve avec ça dans les bras, et donc, il y a des doutes, il y a des questions, il y a des désirs qui sont remis en cause. Donc, tout ça, bien évidemment, ça va avoir des répercussions sur l'enfant. Mais ça, c'est quelque chose de particulier. Moi, ce que je veux voir un petit peu et vous transmettre ce soir, c'est ce qui nous correspond à tous. Que tous, nous allons passer par cette première. Non, parce que tout de suite, Vanille, elle veut répéter. Beaucoup d'expériences de satisfaction. Avec une première expérience de satisfaction, c'est nécessaire pour... C'est une trace, ça y est, pas. C'était dessiné, non? Il peut y avoir du dégoût. Alors... Et pour les enfants qui ont des problèmes d'oralité. Alors vous allez vous occuper beaucoup des problèmes, au lieu de vous occuper de, par exemple, de comment doit être ce fonctionnement, ce développement normal. Non, parce que ce qui va nous intéresser, c'est de revoir quel est le développement normal, qui va s'établir chez nous tous. Après, il y a plein de différences, bien évidemment. Personne ne va raconter la même chose. Non. Donc, je continue. Après cette première expérience de satisfaction qui va lui permettre de voir après, qu'il va commencer à apprendre pour voir comment, non, quels sont les moyens qu'il peut utiliser pour pouvoir répéter cette expérience de satisfaction. Et donc, ce qui se passe, c'est que après cette satisfaction, l'enfant, ce qu'il va faire, cas par cas, je dirais, exactement. Oui, mais ça, c'est plus... Non, vous dites, l'enfant va chercher aussi. Oui, mais ça, c'est déjà un qui gambade. Moi, je suis pas encore en train de voir celui qui gambade. Je suis un qui sait même pas se mettre à quatre pattes. D'accord? Donc, on parle de cet enfant qui ne sait pas encore se mettre à quatre pattes, mais qui a déjà expérimenté cette première expérience de satisfaction. Donc, ce bébé, il va attribuer à la mère... Bon, un peu plus tard, pas tout de suite, mais à la mère, il va attribuer un don, un pouvoir. Un pouvoir, c'est-à-dire que sa mère est capable de calmer toutes ses nécessités, tous ses besoins, c'est-à-dire que la vie de ce bébé est impossible sans elle. Donc il va lui attribuer un grand pouvoir à la mère, et la mère va donc obtenir une place énorme pour l'enfant. Donc, elle peut tout, parce que lui, il peut rien. D'accord? Donc, c'est pas parce que la maman, elle est formidable, sinon c'est parce que l'enfant est dans une situation de prématuré, non? La place de l'autre dans la relation mère-enfant. Comment expliquez-vous la place de l'autre? C'est qui l'autre? On continue, Jackie, on continue. Donc, cette union qui va s'établir entre les deux, donc entre ce bébé et cette mère, en psychanalyse, on a vu qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une symbiose parfaite. Une symbiose parfaite. Donc, dans les premiers temps de l'enfant, dans les premiers mois de l'enfant, il y a une symbiose parfaite, une union de telle nature que tous les états anémiques de la mère auront des répercussions sur la situation de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il ne forme pas deux personnes, il ne forme qu'un. L'enfant, quand il regarde sa mère, il se voit lui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence. D'accord? Ça va être quelque chose où il y a, c'est ce qu'on appelle la cellule narcissique, c'est-à-dire que ça ne fait qu'un. On ne fait qu'un. Alors bien évidemment, c'est une croyance de l'époque du bébé. Après, nous, quand on est adulte, on dit, ben non, on voit bien qu'il y en a deux. Mais ça, c'est après. À ce moment-là, non, il y a cette idée qui peut, chez certains, durer toute la vie. Non, cette idée que nous ne formons qu'un. Nous ne formons qu'un.
Et ce qui va se passer, c'est que autant au niveau psychique qu'au niveau organique, en fait, tout ce qui va arriver à la mère va avoir des répercussions sur l'enfant. Non, c'est-à-dire que si elle tombe malade, il y aura des conséquences donc sur la santé de l'enfant. Si elle est triste, on va voir que l'enfant, par exemple, il arrêtera de manger. Si elle est anxieuse, il n'arrêtera pas de pleurer, non, par exemple. Donc c'est-à-dire que l'importance, on va dire, de l'état psychique de la maman, non, va intervenir parce que l'enfant, il n'a pas ses propres désirs, Sonia. L'enfant, il n'a pas de désir, il n'a rien à lui. Donc, en fait, il ne va. On dit même que par exemple, le système immunitaire de l'enfant, comme il est tellement immature, le système immunitaire de l'enfant, qu'en fait, le système immunitaire que l'enfant va utiliser, c'est le système immunitaire de la mère. C'est-à-dire qu'il va utiliser les désirs de la mère, il va tout utiliser, ça va être. Non, c'est-à-dire que on dit que ils ne font qu'un, donc il utilise tout ce qui arrive à la mère. Donc il se voit une continuité de sa maman. Oui, c'est une partie de la mère, non? Dans quel cas cela dure toute la vie, cette croyance d'une unité narcissique? Par exemple, s'il y a des personnes qui sont très narcissiques. Non, par exemple, ça, directement, on va dire. Non, parce qu'on va le voir chez l'adulte par certaines manifestations. Non, par certaines manifestations. Et dans le travail analytique aussi, on peut le voir. Donc, on va voir que cette union qui est donc pour l'enfant si parfaite, si idéale, non, a une durée, donc qui peut atteindre donc quelques mois, ou qui peut arriver, donc comme je disais, qui peut durer toute la vie. Non, il y a des personnes qui psychiquement ne se séparent jamais de la mère, même après la mort. J'ai tout fait dans ma vie pour ne pas être comme ma mère. Oui, mais ça c'est justement, donc c'est pas un critère, ça. Non, ça c'est pas un critère. Donc ça c'est, non, ça c'est quelque chose d'émotionnel. Donc j'ai éduqué mes enfants avec mes émotions. Non, ce serait dire. Donc non, c'est la maman, ce n'est pas notre propre mère, n'est pas une référence. N'est pas une référence. Il y a des gens qui ont étudié les comportements des enfants, tout ça, il faut aller voir, non, les gens qui ont étudié, qui peuvent nous apporter et avec lesquels on reçoit, non, une information qui est qu'on accepte, avec laquelle on s'entend bien, on va dire, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'éducation parfaite, il n'y a pas de maman parfaite. Donc, n'essayons pas de devenir une maman parfaite, parce que nous allons beaucoup souffrir. Ça n'existe pas. Ni pour les enfants, ni pour les mamans. Donc, donc cette cellule narcissique dont nous parlons, que nous définissons, donc cette union indivisible et unique où l'enfant et la mère ne font pas deux êtres différents, mais un seul, et donc où l'enfant, donc pour la mère, l'enfant pour la mère est une prolongation de son propre corps, non, et simultanément, non, c'est-à-dire elle est le miroir où lui il se reflète. Donc pendant la durée de cette cellule narcissique, l'enfant n'a pas d'émotion à lui. Tout ce qui lui arrive, ça ne lui appartient pas. Tout ce qu'il ressent et expérimente, on va dire, la peur, l'angoisse, l'anxiété, la joie, la tristesse, le bonheur, et les reflets, tout ça, ça appartient, sont des reflets des émotions que la mère lui transmet. Et qu'il lui transmet sans le vouloir, non? Parce que c'est pas parce qu'elle passe dans la pièce à côté pour aller pleurer que l'enfant, il ne va pas s'en rendre compte. N'oubliez pas, ils ne font qu'un. L'enfant, il capte tout. Non, de façon inconsciente, je veux dire qu'il capte tout. Non, donc on disait qu'à la naissance, non, ne pas défusionner. A-t-il un lien avec la psychose? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, ne pas défusionner n'a pas un lien avec la psychose. Donc tout le monde, nous allons tous défusionner, mais tous d'une manière un petit peu différente. Non, c'est ce qu'on va voir. Donc on va dire, parce qu'il va y avoir. Donc, on va voir qu'à la naissance, donc l'enfant n'a pas de psychisme, non, ni de système immunitaire mûr, non. Donc son système de défense est le système immunitaire de la mère. Il y a de nombreuses maladies infantiles, non, que par exemple les pédiatres ne trouvent pas la cause, non, ne savent pas expliquer, qui sont en relation avec la situation psychique de la mère.
Donc ce n'est pas obligatoirement parce que la mère elle dit qu'elle est triste ou parce qu'elle dit ce qui lui arrive, sinon que c'est une situation psychique. C'est que des fois, même la maman ne se rend pas compte, elle ne sait pas ce qu'elle a transmis à son enfant. Parce que c'est quelque chose qui lui arrive de façon inconsciente et qu'elle transmet à son enfant de façon inconsciente, et en fait c'est l'enfant qui le manifeste. Dans le sens où elle peut dire non, non, pour moi tout va bien, pour moi tout va bien, mais il y a quelque chose en elle qui ne va pas, par exemple, et l'enfant il capte tout, hein, dans ce sens-là. Donc, cette cellule narcissique, donc c'est quelque chose bien évidemment qui est vital, qui est indispensable pour le développement de l'enfant. Le nouveau-né doit obligatoirement passer par là et vivre cette union parfaite et idéale avec la mère pendant plusieurs mois, non, et que son existence va dépendre bien évidemment de cette cellule narcissique, non. Et pourquoi? Parce qu'il ne pourrait pas dépasser son insuffisance sans elle. Alors, c'est là où il va falloir bien se séparer. On ne va pas rester comme ça, collé toute notre vie. Donc, il va falloir qu'il y ait un élément, et l'élément qui va venir nous séparer, c'est obligatoirement un élément extérieur. Parce qu'il faut voir que dans cette union fusionnelle, on va avoir besoin d'un élément extérieur pour la séparation. La séparation, donc, qui doit avoir lieu, on va dire, dans les premiers temps de la vie de l'enfant. Non? Et si la mère décède pendant l'accouchement? La mia. Alors, nous ne sommes pas en train de parler de ses conséquences, non? Parce que c'est comme... Nous ne rentrons pas dans les manifestations, nous sommes dans le psychisme, la mia. Pas dans l'hôpital. Non? On n'est pas à l'hôpital. Donc on va dire la tierce personne. Très bien, Sonia. Et cette tierce personne, donc cet élément extérieur qui va venir séparer la mère de l'enfant, et c'est ce qu'on va appeler la fonction père. Alors, évidemment, ça peut être le père, mais ça peut être le travail de la mère, ça peut être ses obligations, ça peut être, on va dire, quelque chose où l'enfant, tout d'un coup, il va détecter qu'il n'est pas le seul dans la vie de sa mère. Parce que jusque-là, lui, il pensait qu'il était seul dans la vie de sa mère. Et donc, il va se rendre compte que... non, je me rappelle de Simone de Beauvoir, non, qui disait, quand elle commence le livre Mémoire d'une jeune fille en fleurs, en disant que elle commence le livre en faisant référence à la naissance de sa petite sœur, et elle dit, moi j'avais une petite sœur, mais ma petite sœur, elle n'avait rien, non, pour dire, non, bien évidemment, la petite sœur, elle se rendait compte de rien, donc c'était l'autre, la grande, qui pouvait se rendre compte qu'elle avait une petite sœur. Donc, et donc, on va appeler père, ou fonction père, tout ce qui va venir dévier le regard de la mère de l'enfant. Parce que, comme je vous dis, l'enfant pense pendant un certain temps, non? L'enfant pense pendant un certain temps que la mère, la seule chose qu'elle désire, c'est lui. Que lui, il est le seul être qui l'intéresse. Mais tout d'un coup, la mère, elle va regarder autre chose, Céline. Elle va regarder autre chose. Quelle que soit sa propre mère, des fois c'est sa propre mère, non? Qu'elle va regarder, qu'elle va faire rentrer dans l'histoire, et qu'il va y avoir donc un élément qui va dire à la mère et dire à l'enfant, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer. Hein? Et donc c'est ce qu'on appelle la fonction père. C'est-à-dire que tout ce qui va dévier le regard de la mère et le séparer de l'enfant. Hein? Donc, elle désire autre chose que son fils, ou que sa fille, hein, que son enfant. Donc, on va dire que cette fonction père, comme à partir de maintenant on va appeler père, j'ai ressenti quand mes enfants étaient petits que le père volait ma place, voyez. Donc, mais c'est pas exactement ça, non, c'est pas la voler la place justement, parce que justement personne ne doit voler, il y a la place pour tout le monde, il y a la place pour tout le monde, et que chacun doit avoir sa place. En fait, le père va venir interrompre cette union, non, et que sa présence est indispensable, sa présence est nécessaire pour que justement cette cellule narcissique de cette mère et de cet enfant se divise, et donc qui se constitue en deux êtres différents. Non, et différents, on va dire, et indépendants. C'est-à-dire que pour que deux existent, il faut qu'il y ait trois.
C'est-à-dire que ne c'est que grâce à l'inauguration de la tierce personne, comme disait Sonia, grâce à l'inauguration de la tierce personne, le numéro 2 existe. Quand il n'y a pas de tierce personne, les deux ne forment qu'un. Hein. Après, on va voir. D'accord? Donc c'est la fonction père qui va distinguer la mère de l'enfant. Non? Donc, après, on va voir que bien évidemment, il y a de nombreux problèmes qui peuvent surgir lors, par exemple, de l'arrivée du premier enfant. Non? Donc, il y a toujours quelque chose qui va séparer la mère de l'enfant. Non? Il y a toujours quelque chose où l'enfant va voir que ma mère désire autre chose que moi. C'est pour ça qu'il va être jaloux. Non? Parce que qui n'est pas jaloux? Ah, parce que ma mère, elle a désiré autre chose que moi. Donc, par exemple, il y a des problèmes de couple qui peuvent surgir à l'arrivée du premier enfant, non? Car dans certains cas, la mère, ce qu'elle disait de la femme, ce qu'elle désirait de l'homme, bah, c'était un enfant. Donc quand elle reçoit, et ça, elle ne se rend compte que par après coup, parce qu'au départ, elle est amoureuse de son mari ou de son compagnon ou de son conjoint, mais tout d'un coup arrive l'enfant, et alors là, le conjoint, il passe en deuxième position, et c'est l'enfant donc qui va prendre toute la place dans la relation de couple. Et donc, bien évidemment, ça c'est quelque chose qui ne convient pas, non, ni au père, ni à la mère, ni à l'enfant. Non, c'est quelque chose où chacun doit avoir sa place et que les places sont définies. C'est-à-dire que dans le sens où le père et la mère étaient avant l'enfant. Si la mère donne plus d'importance à l'enfant, c'est comme si l'enfant il était avant le père. Il y a quelque chose là qui cloche, non? Au niveau aussi, donc. Donc, être père, on va voir que c'est donc un élément indispensable pour qu'il y ait mère. Parce que de quelle mère on parle quand il n'y a pas de père? De quelle mère on parle? Donc, il va y avoir père, mère, enfant quand il y a un père, non? Alors, vous insistez, la psychose, c'est ne pas séparer avec la mère. La psychose, c'est un mécanisme, la forclusion, c'est un mécanisme de l'appareil psychique, d'accord? Et la psychose, c'est quelque chose principalement dont parlent, on va dire, les psychiatres. En psychanalyse, c'est une position psychique, non? C'est une position psychique. C'est, on va dire, à chaque fois que tout d'un coup, dans notre vie, on va se recoller à notre mère. Non? Donc on ne parle pas exactement. Donc la personne la plus importante pour l'enfant. Donc le père doit exercer cette fonction. Non? Donc pour l'homme, il est nécessaire d'atteindre et de se positionner donc comme père pour cette transmission inconsciente. Non? Cette transmission inconsciente dont va dépendre après, non, la vie pour qu'il y ait cette relation triangulaire. Pour que cette relation triangulaire existe entre mère, enfant et père. Il y a de la place pour tout le monde tant que chacun a sa place. Donc, alors, apparemment, la fonction du père, non, la fonction du père, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on voit, non, en clinique, je veux dire, on voit. C'est pour ça que très souvent on dit qu'en psychanalyse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un père. Alors ce n'est pas que l'enfant n'a pas eu de père, parce qu'il y avait un monsieur qui était là avec maman et tout ça, mais sa fonction père, la fonction père, n'a pas été bien, il ne s'est pas bien positionné. Ou il y a d'autres cas où le monsieur, on va dire, qui a la fonction père, c'est tout à fait bien positionné, mais c'est l'enfant, non? Parce que c'est pour ça qu'il y a différents éléments. Non, dans la famille, après il y a les frères et sœurs qui arrivent, mais c'est la mère qui construit cette relation à trois. C'est la mère qui va donc effectivement donner une place au père. Parce qu'en fait, on dit que la mère, ben, on sait tous qui est notre mère, non, dans le sens où, on le sait tous dans le sens où il y a quelqu'un qu'on est sorti de son ventre, non, dans ce sens-là, alors que le père, non, le père, vient de la parole de la mère. C'est elle qui va nous dire, c'est lui ton père. Et donc c'est à partir de là, c'est pour ça que, comme dit Ingrid, c'est la mère qui construit cette relation à trois, non? Donc, alors, et quelle est la fonction du père? Transmettre que la loi existe, qu'il y a une loi. Donc, c'est-à-dire que le père doit transmettre à l'enfant ce
ce qu'on appelle les normes de la famille. Les normes de la famille qui vient dire que les hommes et les femmes de la famille lui sont interdites. Il va devoir renoncer à ses premiers amours. Parce que bien évidemment, quand on arrive dans la vie, on va commencer à aimer ce qu'il y a. Que ce soit pas beau, que ce soit beau, que ce soit bien, que ce soit vain, nous, on va les aimer parce que c'est les premiers qui se présentent. D'accord? Et c'est ceux qui vont participer à notre développement. Non? Donc, mais ça n'a rien à voir. La figure masculine, je veux dire qu'aujourd'hui, non, on va voir que parfois c'est même la mère. Il y a des mères qui éduquent leurs enfants, qui s'occupent seules et qui prennent la position du père. Mais c'est elles qui vont transmettre la loi, qui vont transmettre en disant non, tu vas dormir dans ta chambre. Maman, elle va dormir toute seule. Tu ne dors pas avec maman. Donc elle va marquer l'ordre. Parce que la présence masculine, c'est quoi? C'est un pénis? Non. Le père, c'est celui qui vient les séparer. Mais c'est pas obligatoirement un monsieur. Non, ça peut être le travail de la mère, où la mère va dire non, maman doit aller travailler. Jusqu'ici, t'as le droit. Après, plus loin, on ne peut pas passer. En fait, la fonction du père, c'est celui qui va venir dire non à l'enfant. Celui qui va dire non, ce n'est pas possible. Et ça, c'est la loi. Et dans le non, il transmet les interdictions indispensables. Et les interdictions indispensables, c'est que tu ne vas pas pouvoir satisfaire tes pulsions avec les membres de ta famille. Tu vas devoir les chercher dehors. Et c'est bien pour ça que la société existe, parce que sinon, on se débrouillerait dans les familles, non? Comme il y a certains qui arrivent à le faire. Mais sinon, on se débrouillerait dans les familles, on n'aurait pas de raison de partir. Donc c'est pour ça que la loi du père est indispensable et qu'il doit mettre un point en disant non. Mais bien évidemment, comme vous insistez là avec votre... il n'est pas éducateur, c'est pas le père Céline, c'est la fonction père. Que Céline aussi, elle peut faire de fonction père. Non, c'est la fonction qui va marquer, qui va séparer, qui va dire non. Ça, on ne peut pas le faire. Non, c'est-à-dire qu'il faut mettre des limites. Mais ce qu'on voit, et ce que va insister Freud, il dit que très souvent le père, il est nécessaire parce que non seulement pour séparer l'enfant de la mère, sinon pour séparer la mère de l'enfant. Parce que des fois, la maman, elle ne veut pas non plus se séparer de son enfant. Donc c'est pour ça que le travail du père, c'est... Non, parce qu'en fait, il doit les séparer tous les deux. Donc d'un côté, il doit dire à l'enfant, non, avec ta maman, tu ne peux pas. Et de l'autre côté, il doit dire à la maman, non, avec ton fils, tu ne peux pas. Donc vous voyez, c'est un travail. Je veux dire que ce n'est pas facile, surtout que tous les deux, ils ont une grande satisfaction de plaisir. Mais là, la vie n'existe pas. Quand la maman embrasse son fils, le monde n'existe pas. Le monde, c'est hors de cette cellule narcissique. Donc c'est pour ça que la relation, non, que cette cellule narcissique doit obligatoirement avoir lieu, parce que sinon le monde n'existe pas. Et donc si le monde n'existe pas, non. Donc la mère peut faire les deux fonctions, bien évidemment, Nina. Non, c'est la mère peut avoir les deux fonctions. C'est pour ça que de la même façon avec les couples homosexuels, tout ça, ce n'est pas le père, le monsieur. Des fois il y a un monsieur dans la famille, il y a un monsieur qui dort avec maman, mais qui n'a pas de fonction père. Alors, par exemple, il y a des cas, non, parce que on va voir, non, un mois fragile, c'est le mois de tous les enfants, Sonia. Tous les enfants ont un mois fragile, pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore formé. Donc c'est pour ça qu'il est fragile. D'accord? Parce qu'il est en pleine formation, il est au tout début de sa formation. Si vous poussez un petit enfant qui est en train d'apprendre à marcher, il va tout de suite tomber, et vous allez dire, c'est à cause de ton papa que tu ne sais pas tenir debout? Non, c'est parce qu'il est en train d'apprendre, non? Donc, et c'est là où il va y avoir quelque chose qui va être important. Donc je disais que le père doit transmettre sans le dire, c'est la position du père et c'est de là où il est important aussi que le père ou celui qui va faire fonction de père ait aussi une fonction père symbolique, une fonction père psychiquement, parce que sinon comment il va la transmettre? Comment il va transmettre quelque chose que lui il n'a pas? Vous voyez, ça part toujours de la maman, parce que c'est la maman qui a décidé, non? Dans la majorité des cas, le papa qu'elle allait donner à ses enfants. Non? Et donc, elle peut voir déjà d'avance si, parce qu'on le voit, un sujet qui respecte la loi. Quelqu'un qui respecte les lois, non? Principalement les normes familiales. Non? C'est-à-dire que il y a les normes familiales et ensuite, donc, les normes familiales qui sont donc avec les membres de ta famille sont interdites, tu vas devoir les chercher ailleurs et après il y a les normes sociales.
que aussi le père va transmettre. Non, c'est-à-dire c'est ce qui est interdit et ce qui convient, ce qui nous convient. Non, c'est ça que le père va transmettre. Et quand la femme mère a le rôle éducatif d'autorité. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah c'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, donc elle va devoir le faire elle aussi, non? Donc, bah oui, on a plein de responsabilités, exactement, on va dire. Enfin, donc on fait des enfants. Après, c'est sûr que, on va dire que l'espèce humaine, elle est intéressée pour qu'il y ait des reproductions, de la reproduction pour sa survie, pour la survie de l'espèce. Non, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent dans des conditions inappropriées pour un développement correct pour vivre en société. Mais ça, l'espèce humaine, l'espèce animale humaine, elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait reproduction pour la survie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pensée qui dit oui, mais celui-là, on ne sait pas jusqu'à quel âge il arrivera, ou en quelles conditions. Ça, l'espèce humaine, non, elle s'en fout. Et l'enfant qui refuse la loi du père, eh bien, pauvre de lui. Parce qu'on va voir que la loi du père, c'est celle qui va ordonner toute notre vie, qui va éliminer toutes nos confusions. Non, c'est quelque chose qui va ordonner. C'est-à-dire que c'est grâce au père où chacun va prendre sa place. Alors, par exemple, donc ce que je disais qui est très important, c'est-à-dire que le père est très très important, le grand-père. Donc c'est-à-dire que c'est pas le grand-père, sinon que c'est le père qui doit y avoir, donc où il a été transmis par son propre père, où lui il a fait un travail psychanalytique, où il a constitué sa fonction père en lui, non? C'est pour ça que c'est quelque chose on peut construire, ça ne dépend pas de ce qui nous est arrivé pendant l'enfance, sinon que c'est quelque chose que l'on peut construire. Donc, et on va voir, euh, donc, par exemple, on va voir que 8 milliards d'habitants, je pense que la reproduction devrait atténuer. Oui, mais nous n'avons pas encore rempli toute la superficie de la Terre. La Terre est bien plus grande, nous pouvons encore héberger bien plus d'habitants. Non, ça c'est ce qui nous font croire qu'on est trop nombreux pour justifier qu'il y en ait quelques-uns qui meurent. Donc ils vont pouvoir, là comme maintenant, avec toutes leurs nouvelles politiques, tuer pas mal de gens et on va rien dire puisqu'ils nous font croire qu'il y a beaucoup de gens sur la Terre. Mais pensez à la quantité de kilomètres carrés qui ne sont pas habités par les êtres humains. Bon, c'est un autre sujet. Donc, on va dire que c'est donc l'idéologie maternelle et l'idéologie paternelle se transmettent de génération en génération. Non, et que à chaque fois, donc, dans la nouvelle génération, chacun va transmettre donc bien évidemment ce qu'il a reçu. Non, donc, alors, on va voir par exemple, qu'est-ce qui se passe quand les enfants sont un peu trop rebelles, qu'il y a des enfants problématiques. Eh bien, si nous allons donc investiguer, non, de l'extérieur, on n'est pas dans l'histoire de la famille, sinon comme œil ou comme écoute neutre, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, donc au niveau où on va écouter le patient, eh ben on va voir que c'est parce que le père ne s'est pas positionné correctement, ou à cause de la mère qui, d'une manière ou d'une autre, a éclipsé ou annulé sa fonction. Alors, puisque, comme on disait auparavant, que le père est toujours une croyance, non, une croyance dans les mots de la mère. C'est-à-dire que c'est elle qui va dire. Mais pour qu'on la croie, parce que qui est-ce qui nous dit que ce que me dit ma mère, c'est vrai? Donc, pour qu'on la croie, il faut qu'elle ait une attitude pour qu'on la croie. Parce que quand on l'entend à la maison où elle n'arrête pas de se disputer avec papa, où elle le méprise, où elle dit qu'il est nul, que c'est un incapable, ben l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va douter, il va dire, c'est pas mon père. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est pas mon père, ben, il n'y a rien à me dire. Donc, je ne crois pas ce qu'il me dit. Donc, vous voyez comment ça s'articule, et d'où l'importance d'avoir des couples, non, qui arrivent à avoir donc des relations civilisées, on va dire des relations civilisées, parce que si elle reconnaît que c'est grâce à cet homme qu'elle a eu un enfant, que d'une certaine manière, elle doit le remercier de la même façon que lui doit la remercier, mais qu'elle doit le remercier grâce, non? Comme on devrait toujours se remercier, on va dire d'une manière ou d'une autre, les uns les autres, puisque c'est grâce à vous que je fais ce direct, non? Vous voyez, c'est toujours grâce à l'autre que je peux faire quelque chose, c'est grâce à l'autre que j'ai des enfants, c'est là grâce à l'autre que je peux travailler, c'est grâce aux écrivains que je peux apprendre. Donc, il y a toujours des remerciements à se faire les uns les autres.
Et donc cette femme qui devrait remercier l'homme qui lui a permis de devenir mère, non? Civilisée. Saine, c'est une autre chose, Ingrid. Civilisée, on va dire, non? C'est-à-dire être dans la civilisation, se rendre compte que toute seule, j'aurais pas pu le faire. Alors maintenant, aujourd'hui, les femmes, elles aiment bien faire tout ça toutes seules. Donc, non? Donc elle va devoir plus de travail, non? Ça va donner beaucoup plus de travail. Donc, par contre, si elle regarde, non, le père avec amour, qu'elle est contente de voir le père qu'elle a donné à ses enfants, non? Donc, tout ça, ben, l'enfant va, elle permet au père qu'il s'occupe des petites choses de la vie quotidienne, donc qu'elle ne le traite pas d'inutile, ben, il ne va pas y avoir de doute. Et donc, la parole du père va pouvoir arriver, l'enfant va pouvoir écouter la parole du père. Parce que s'il y a des soupçons, non, par exemple, donc comme je disais, chaque fois qu'il y a des disputes, non, à chaque fois qu'il y a des disputes, en fait, c'est elle qui lui enlève l'autorité. Non, elle lui enlève l'autorité et c'est elle qui la remet en question. Non, c'est elle qui le remet en question. Donc, c'est-à-dire que c'est effectivement le père existe si la mère l'autorise à exister, non, comme tel. La figure du père biologique ne correspond pas au père symbolique. Mais le père est donc une construction à laquelle on arrive grâce au mot de la mère. Donc c'est elle qui reconnaît son autorité. Donc, comme c'est le père, c'est une construction, la mère, c'est pas une construction, la mère, elle vient avec nous, non? On est venu d'elle, donc j'ai l'impression que la mère porte tout sur ses épaules, le fondement de l'existence. Non, mais que c'est pour ça que c'est important l'éducation des femmes. Vanille, l'éducation des femmes, la formation des femmes, qu'il faut faire vivre les femmes dans le monde. Non, permettre aux femmes qu'elles arrivent à vivre dans le monde, c'est-à-dire avec les autres. Parce que dans le monde, ça veut dire je vis avec les autres, je remercie la présence des autres, parce que grâce aux autres, je peux faire toute la vie que je fais, c'est grâce aux autres. Sans les autres, je ne pourrais pas avoir la vie que j'ai. Donc c'est ce remerciement, et les enfants, c'est la même chose. Remercier le compagnon, le conjoint, que grâce à lui, ben, on a pu, quels que soient ses défauts, quel que soit son manque, parce que c'est vrai que des fois, il y a un père, non, qui n'est pas tout à fait, mais c'est peu importe la situation. Donc, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme le père, c'est une construction, quand, non, nombre d'entre vous disent il n'y a pas eu de père, voilà Sonia, il n'y a pas eu de père. Donc, quand il n'y a pas eu de père, ben, en psychanalyse, on peut construire un père, parce que le père, c'est une fonction symbolique. Donc, c'est quelque chose qui est en relation avec la loi, et qu'en fait, c'est un travail que nous allons faire en analyse pour construire un père pour ce sujet. Non, pour construire un père qui va quoi? Qui va psychiquement, non, parce qu'il s'agit d'une position psychique, séparer le sujet de sa mère. Non, parce qu'en fait, le narcissisme, on va dire le narcissisme, cette manifestation assez courante, c'est parce que le sujet est encore trop collé à sa mère. Non, dès que la réalité le perturbe un petit peu, poum, il retourne psychiquement, on va dire, avec cette position, cette position infantile. Non, par exemple, Jamie, merci, tout dépend de la mère, elle n'est pas le nombril du monde. Et bah ça, après, c'est un travail à faire du jeune, de l'adolescent. Non, mais au départ, dans les familles, elle a un rôle très important. Elle a un rôle très très important, la mère, dans la famille. Parce que c'est elle qui va choisir le père de ses enfants. Hein, c'est elle qui les choisit. Et donc, elle a une responsabilité. Enfin, elle le choisit. Après, on sait qu'il y a d'autres cas où apparemment, elle n'a rien choisi du tout. Ça lui est tombé dessus. Mais, dans la majorité des cas, c'est elle qui le choisit. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire pour chacun d'entre nous, pour avoir une constitution qui nous permette de faire face donc à cette complexité de l'être humain. C'est une complexité. Hein. Donc, lorsque la présence paternelle ou masculine en général n'est pas présente, la reconstruction se fait psychiquement. Donc, se fait lors d'un travail psychique. Non, y a-t-il des conséquences sur l'enfant non désiré par la mère? Bien évidemment. Mais nous ne savons pas par avance lesquelles. C'est-à-dire que, et en plus, la mère ne peut ne pas le désirer au moment de la naissance, et puis quand elle le voit, elle tombe amoureuse de son enfant.
Non? Parce qu'une chose aussi, ce sont des étapes. C'est une construction. Elle se retrouve enceinte et puis tout d'un coup, tout ce qu'elle s'imagine, tout ça, et elle n'arrive pas à faire face à la situation. Et puis après, ben, quand elle se retrouve avec l'enfant, elle dit bah, c'est génial, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, etc. Donc, non, que tout ça c'est relatif. Non désiré, c'est relatif. Si l'enfant n'est pas désiré par le père, quelles sont les conséquences psychiques? Mais qu'est-ce que ça veut dire, pas désiré par le père? Non? Pas désiré par le père. Et puis en plus, il n'y a pas non, il n'y a pas non, parce qu'on a l'impression que vous parlez comme s'il s'agissait d'équations mathématiques. En disant, voilà, s'il manque un élément ici, ça va produire telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Non, nous ne savons pas. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être désiré par son père? Non, c'est-à-dire, pour chaque personne, ça voudra dire quelque chose de différent. Tout le monde ne va pas avoir le même discours. Non, ne va pas parler de la même façon. Tout le monde parle de son père d'une façon tout à fait particulière et différente. Bon voilà, vous savez que cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Si nous sommes plus nombreux, nous pouvons être meilleurs. Donc merci de partager sur vos réseaux. Nous avons suivi cette vidéo avec une centaine de personnes pendant tout le direct. C'est très bien, ça veut dire qu'on s'intéresse à regarder un petit peu au-delà de nous, non? Qu'on s'intéresse pour s'occuper d'autre chose que de notre propre nombril. Hein. Merci à vous, Martine. Donc, bonne soirée, bonne continuation à tous. Et on se retrouve mardi prochain, 21h, avec un nouveau sujet. Ok, toujours très intéressant. Au revoir Hélène. Allez, bonsoir à tous. Au revoir Laurence, Sonia. Merci. Allez, merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Ciao, ciao.